Alors bonjour à toutes et à tous. Avec Dioscor, dont nous avons étudié les livres et ce qu'ils nous apprennent de la culture et des pratiques culturelles à la fin de l'Antiquité, eh bien, nous concluons l'examen des bibliothèques de particuliers que nous avons commencé l'an dernier. Alors, dans l'ensemble, la reconstitution des bibliothèques que nous avons identifiées, vous l'avez vu, est fondamentalement biaisée par les conditions de leur conservation qui impliquent, dans le meilleur des cas, et c'est celui de Dioscor, une amputation au moment de leur clôture, et dans le pire des cas, leur éparpillement ou contamination par d'autres ensembles brouillant leur périmètre exact. C'est notamment le cas des bibliothèques d'Oxyrhynchos, d'Hermopolis et d'Antinopolis. Cela, heureusement, ne nous a pas empêchés, dans certaines circonstances, d'être en mesure de reconstituer le profil de leurs utilisateurs, au moins à un certain moment de l'histoire de ces bibliothèques, de mettre en lumière certaines constantes dans la constitution des bibliothèques personnelles et de dégager quelques évolutions de la culture antique tardive. Et sous cet angle, on l'a vu, le cas de Dioscor est probablement le plus instructif, puisque l'ampleur, mais aussi l'éventail des écrits qui constituent ce que l'on pourrait appeler ces archives bibliothèques, nous ont permis de mener une véritable analyse socioculturelle. Ce qui nous a néanmoins manqué, ce sont des bibliothèques retrouvées in situ et non mises au rebut. On aurait aimé avoir une situation similaire à celle des archives publiques de Tmouis, découvertes par Édouard Naville en 1892, sur le site de Tmouis que vous avez à l'écran. Archives publiques dont certaines pièces étaient remplies de rouleaux de papyrus carbonisés à la suite d'un incendie. Et certains indices, comme le nombre des foyers allumés au milieu de chaque pièce du bâtiment de Tmouis, donnent à penser que ce sont les contribuables en colère qui auraient mis feu aux archives. On ne peut guère espérer, évidemment, que ces conditions tout à fait exceptionnelles se soient reproduites souvent. Cet exemple, celui de Tmouis en tout cas, nous introduit au cas des bibliothèques publiques, étatiques ou institutionnelles, dont la bibliothéquée de Tmouis faisait partie, mais dans l'ordre évidemment de la papyrologie documentaire, puisque, vous savez, le terme de bibliothéquée désigne aussi bien des dépôts d'archives publiques que des bibliothèques, au sens, disons, moderne du terme. Alors, notre connaissance des bibliothèques publiques ou étatiques est purement littéraire. On ne peut s'empêcher de penser immédiatement à la grande bibliothèque d'Alexandrie et à son annexe, celle du Sérapéum, bibliothèque célébrissime, surtout pour la première, qui passe pour avoir été une des plus éclatantes expressions de la prééminence culturelle d'Alexandrie et de ses modèles bibliothéconomiques dans l'ensemble du bassin méditerranéen. La première était attachée au musée, ce centre qui accueillait les plus éminents intellectuels. Ce n'était donc pas une bibliothèque publique au sens moderne du terme. La seconde, celle du Sérapéum, pourrait avoir été ouverte au public si l'on en croit Aftonios, donc un rhéteur du IVe-Ve siècle, qui, dans sa description, son ekphrasis de l'acropole d'Alexandrie, dans ses exercices préparatoires à la rhétorique, donc dans cet ekphrasis de l'acropole d'Alexandrie, acropole où se trouvait le Sérapéum, comme le montre bien cette reconstitution de Jean-Claude Glolvin, qui montre bien que c'était sur une éminence, eh bien, Aftonios évoque les pièces de cette bibliothèque qui servait ou de ce sanctuaire qui servait de dépôt de livres, comme il nous le dit, pièces ouvertes à ceux qui cherchent avec zèle à philosopher et élevant la cité tout entière à la faculté de la sagesse. Mais on pourrait avoir affaire ici à une exagération rhétorique qui ne serait pas déplacée chez un rhéteur comme Aftonios, rédigeant un texte à forte
valeur encomiastique. Nous ne savons pas grand-chose sur ces deux bibliothèques, pourtant si renommées. Je devrais même dire que les informations solides que nous avons à leur sujet sont en quantité inversement proportionnelles à ce que l'on peut dire un peu partout sur elles, tant elles ont suscité depuis l'Antiquité ragots, anecdotes, hyperboles et fantasmes. En un mot, plus de rêves que d'histoire, à l'instar de toute cette iconographie imaginaire que la bibliothèque d'Alexandrie a suscité. Je vous en donne quelques exemples à l'écran. La fin de la grande bibliothèque est obscure. A-t-elle été détruite lors d'un incendie qui se déclara durant la guerre civile entre César et Pompée, pendant les massacres ordonnés par Caracalla à Alexandrie en 215, ou au cours des combats entre les troupes d'Aurélien et de Zénobie de Palmyre en 272. Mais il est évident que cette bibliothèque ne fonctionnait plus dans l'Antiquité tardive. Ammien Marcellin, qui a une connaissance directe de l'Égypte, en parle au passé dans ses histoires, qui ont été écrites dans les années 380. D'ailleurs, je le cite, il s'y trouvait deux inestimables bibliothèques, par d'Alexandrie, et comme en font foi les témoignages unanimes des documents anciens, les 700 000 volumes réunis par les soins attentifs de la dynastie des Ptolémées brûlèrent tous sous la dictature de César lors de la guerre d'Alexandrie pendant le pillage de la cité. Elle n'est plus citée comme encore en fonction dans les sources. Et à cet égard, le silence à son sujet dans la description du monde entier et des peuples, l'Expositio Totius Mundi et Gentium, qui est un traité qui remonte à Constance II, donc 337-361, est éloquent. Les seules sources qui en parlent, comme encore au présent, disons, sont des faux notoires ou des apocryphes, comme par exemple la lettre de Théonas à Lucien, qui est une forgerie, peut-être due à Jérôme Vignier, donc nous sommes au XVIIe, selon Pierre Batifol. Tardive et apocryphe est quant à elle l'histoire célèbre selon laquelle la bibliothèque d'Alexandrie aurait été détruite après la conquête arabo-musulmane par le gouverneur Amr, qui, après avoir été approché par Jean le Grammairien, réclamant les livres de sagesse qui se trouvent dans le trésor impérial, aurait demandé au calife Omar quoi en faire, et qui se serait vu répondre « Si ce qui est écrit dans ces livres est en accord avec le Coran, ils ne sont pas nécessaires. S'ils sont en désaccord, ils ne sont pas admissibles. Détruis-les donc. » Cette anecdote, vous le savez, est on ne peut plus suspecte. Elle est d'ailleurs rapportée par une source extrêmement tardive, puisqu'il s'agit d'Aboul Faraj, qui est un écrivain du XIIIe siècle. On peut faire mieux. Quant à la bibliothèque secondaire, si elle était toujours en fonctionnement, la destruction violente du Sérapéum en 391, opposant chrétiens et païens à la suite de l'édit de Théodose Ier, ordonnant la fermeture des temples, ne laisse plus d'espoir qu'elle ait pu survivre. Et là encore, j'illustre cet événement avec des scènes tirées de l'imagination du cinéaste Amenabar dans son film Agora de 2009. En dehors de ces deux bibliothèques mythiques, mais relevant d'un passé désormais lointain, Alexandrie recélait d'importantes ressources livresques qui pouvaient attirer les savants, comme le médecin Thessalos de Tralles du 1er siècle, qui nous dit, je le cite, avoir parcouru ces bibliothèques, il parle des bibliothèques d'Alexandrie, vous remarquerez le pluriel qu'il emploie, ces bibliothèques en quête de science, et y avoir découvert, je le cite, un livre de Nekepso contenant 24 manières de traiter le corps entier et toutes les maladies selon chaque signe du zodiaque au moyen de pierres et de plantes. Livre qui le confondit d'admiration. Donc vous voyez, on pouvait encore faire de grandes découvertes dans les bibliothèques d'Alexandrie. Il y a lieu, malgré tout, de penser que ces bibliothèques publiques ont suivi le sort de leurs consoeurs d'Occident à partir du IIIe
IVe siècle, c'est-à-dire celui d'un rétrécissement généralisé. Certaines de ces bibliothèques étaient liées à l'enseignement que nous appellerions aujourd'hui universitaire. Ainsi, il n'y a guère de doute que l'école philosophique d'Alexandrie, comme celle d'Athènes, s'est appuyée sur des bibliothèques. Comme l'a bien montré Philippe Hoffmann, dans une étude sur l'apport de la littérature néoplatonicienne des 5e et 6e siècles à notre connaissance des bibliothèques de l'Antiquité tardive, de 2000, l'enseignement néoplatonicien était fondé sur des explications de textes suivant un programme rigoureux, sous-tendu par une sorte de bibliothèque idéale qui s'incarnait dans des bibliothèques réelles. Bibliothèque réelle dont nous dit Philippe Hoffmann, l'histoire ultérieure n'est qu'un tissu d'hypothèses ou de questions nécessaires. Comme pour les autres disciplines qui firent la renommée de l'école d'Alexandrie, je pense évidemment à la grammaire, à la rhétorique et surtout à la médecine, eh bien, ces bibliothèques, disparues du fait de l'occupation constante du site de la ville d'Alexandrie, sont par ailleurs extrêmement mal connues. Elles devaient pour une part être la propriété de certains des enseignants qui dispensaient des cours dans ce qu'on appelle, en utilisant un terme un peu anachronique, l'université d'Alexandrie. Se développe aussi à Alexandrie un enseignement confessionnel avec le didascalé ou l'école catéchétique qui, d'après Eusèbe, semble s'officialiser sous le contrôle de l'évêque d'Alexandrie, Démétrios. Le scolarque, c'est-à-dire le chef d'école, est alors Origène, à partir de 204. Durant les premiers siècles de l'activité de cette école, nous n'avons pas de preuve directe de l'existence d'une bibliothèque qui lui aurait été rattachée. La tradition alexandrine, en matière de critique textuelle et d'exégèse, rendait néanmoins nécessaire l'usage constant de livres. Pantène et Clément d'Alexandrie devaient avoir leur propre bibliothèque qu'ils mettaient à la disposition de leurs étudiants. Mais il est vraisemblable que ce soit avec Origène, comme l'écrit Harry Gamble dans son ouvrage Books and Readers in the Holy Church de 1997, il est vraisemblable donc, que ce soit avec Origène qu'une bibliothèque chrétienne ait pris forme en même temps que l'école elle-même acquérait une forme plus structurée et plus institutionnelle. Quoi qu'il en soit, les parallèles que constitue la bibliothèque épiscopale d'Hippone, qui est documentée par Posidius dans sa vie d'Augustin, et celle de l'évêque Alexandre à Jérusalem, donc première moitié du IIIe siècle, attestée par Eusèbe, qu'il a utilisé, ces parallèles incitent à penser qu'il devait y avoir une bibliothèque liée à l'évêché d'Alexandrie fonctionnant avec un scriptorium, puisque l'empereur Constance demanda à l'évêque Athanase de lui fournir des codex, des écritures, il utilise le terme de Puctia Teion Graphon, pour l'usage des églises italiennes. Tout comme Constantin avait commandé en 332 à Eusèbe, évêque de Césarée, des Bibles écrites, nous dit Eusèbe, sur du beau parchemin par des copistes confirmés dans l'art de l'écriture belle et exacte. Signalons qu'Alexandrie, en général, était réputée pour sa production de manuscrits, puisque Jean d'Éphèse nous rapporte l'anecdote selon laquelle c'est dans cette cité que Thomas l'Arménien, fin 5e, début 6e, vient s'approvisionner en livres. Et je cite le texte de Jean d'Éphèse, « Mais le bienheureux, parce qu'il avait l'habitude de consacrer beaucoup de travail à la lecture, conçut le désir d'obtenir quelques livres des pairs. Et en conséquence de ce désir, il dirigea son voyage vers Alexandrie, la Grande, avec 3 de ses disciples. Il entra en communication avec les nombreux saints évêques et les autres qui, à cause de la persécution, étaient alors rassemblés là. Il fut renforcé encore plus dans la foi et dans les travaux. Il acheta beaucoup de grands livres de tous les pairs.
tout ce qu'il pouvait, environ 5 grandes charges, ainsi que des épices pour 100 deniers d'édesse. Et il revint en ayant rassemblé des exemples de vertu. C'est ainsi qu'il s'occupa désormais constamment, nuit et jour, en plus des prières constantes et des offices répétés, à lire les livres des pères contenant des commentaires, des exhortations, des dogmes, de sorte que son esprit fut désormais éclairé comme le soleil. Alors, pour revenir aux bibliothèques que j'évoquais à l'instant, il est intéressant pour notre propos de noter que, contrairement aux achats de Thomas l'Arménien, ces bibliothèques n'étaient pas uniquement constituées de livres chrétiens. J'ai évoqué à l'instant la bibliothèque fondée par Alexandre, évêque de Jérusalem, qui a été étudiant de Pantène et de Clément d'Alexandrie, et qui a été en rapport avec Origène, ce que nous savons par Eusèbe. Or, elle pourrait avoir, cette bibliothèque, contenu des livres classiques, au rang desquels une très curieuse édition de l'Odyssée, s'il faut en croire un passage des Cestes de Jules l'Africain, une œuvre que j'ai eu l'occasion dont j'ai eu l'occasion de parler il y a 2 ans. Donc nous sommes au IIIe siècle. Les Cestes conservés par un papyrus, le papyrus d'Oxyrhynchus 412, il y est question d'un exemplaire du poème homérique avec l'inclusion d'incantations magiques que nous dit Julien l'Africain, que tu trouveras dans les archives de notre cité natale, la colonie d'Aelia Capitolina, en Palestine, c'est-à-dire Jérusalem, et à Nyssa, en Carie, et jusqu'au XIIe vers, à Rome, près des bains d'Alexandre, dans la belle bibliothèque du Panthéon que j'ai moi-même, et c'est Jules qui parle là, conçue pour l'empereur. On a contesté que le premier établissement cité par Jules l'Africain puisse être la bibliothèque d'Alexandre, mais Harry Gamble, toujours dans le livre que je citais tout à l'heure, rejette cette objection du fait que c'est la seule bibliothèque connue pour avoir existé à Jérusalem à cette époque. L'argument me paraît faible, et donc cette identification est probablement douteuse. Peut-être moins douteux est le cas de là où des bibliothèques d'Origène. Il avait possédé une bibliothèque personnelle à Alexandrie qui contenait des livres profanes ou de tradition classique. Pour citer le texte d'Eusèbe, il est question de Logon, Archaïon, Sungrammata, texte de vieux auteurs. Donc bibliothèque, livre profane qu'il vendit lorsqu'il prit la tête de l'école catéchétique, considérant, nous dit Eusèbe, que l'enseignement de la grammaire était incompatible avec la formation religieuse. Origène se reconstitua une bibliothèque qui dut servir à ses étudiants et qu'il laissa à l'école de Césarée, qu'il fonda, après avoir dû quitter Alexandrie, Césarée d'ailleurs, où il mourut en 254. Cette nouvelle bibliothèque, s'est ensuite enrichie des livres de Pamphilus, qui dirigea à son tour l'école. Or, le témoignage de Grégoire le thaumaturge sur l'enseignement d'Origène et les lectures qu'il faisait faire à ses étudiants incite à penser que cette bibliothèque devait comprendre des livres non chrétiens. Je cite Grégoire dans son remerciement à Origène, chapitre 13. « Il jugeait bon, en effet, de nous faire étudier la philosophie en nous faisant lire avec toute notre énergie tous les textes existants des anciens philosophes et poètes, sans rien rejeter ni refuser, car nous n'avions pas encore les moyens de les juger. Il acceptait seulement les écrits des athées, qui s'excluent par le fait même des conceptions de l'humanité lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de Dieu ni de providence. Mais il voulait nous faire étudier et fréquenter tous les autres philosophes, sans manifester de préférence ou de mépris pour une seule école ou doctrine philosophique, qu'elle soit grecque ou barbare. Nous devions prêter l'oreille à toutes. Alors, vous voyez, cet éclectisme et cette ouverture de la culture chrétienne
ont même été stigmatisés par Porphyre, pourtant païen, mais jaloux du patrimoine intellectuel païen. Eusèbe nous rapporte les propos de Porphyre dans son Histoire ecclésiastique, je le cite, « Origène était grec, élevé dans les études grecques, et il alla échouer sur l'audace barbare. En s'y adonnant, il s'est altéré lui-même et a gâté son habileté dans les études. Dans sa conduite, il a vécu en chrétien et à l'encontre des lois, mais dans les croyances concernant les choses et la divinité, il hellénisait. » Et vous voyez qu'il utilise un terme qui remonte évidemment au mot hellène, polysémique, qui signifie à la fois grec, mais qui signifie aussi païen. Il hellénisait et transportait l'art ou les opinions des Grecs aux fables étrangères, c'est-à-dire en l'occurrence chrétiennes. Gamble affirme donc que la bibliothèque d'Origène, ou de l'école où il enseignait, contenait une bonne partie d'auteurs non chrétiens. Quoique chacune des lectures proposées par Origène ne corresponde pas nécessairement à un livre physiquement présent, rangé sur les étagères de sa bibliothèque, il y a fort à parier que l'esprit d'ouverture dont il faisait preuve dans son enseignement a dû se traduire par la composition de sa bibliothèque et que celle-ci contenait un très large spectre d'auteurs profanes. C'est d'ailleurs incontestablement le cas de la bibliothèque de l'évêque d'Alexandrie, Georges de Cappadoce, successeur d'Athanase, en tout cas d'après ce que nous en dit Julien dans ses lettres 9 et 36. Elle contenait, nous dit Julien, outre des livres chrétiens, et là je le cite, des philosophes de toutes sortes et beaucoup de commentateurs, ainsi que maints livres sur la rhétorique. Évidemment non chrétiens. Non chrétiens puisque Julien, après l'assassinat de Georges lors des mottes en Alexandrie en 361 et le pillage de sa bibliothèque, envoie une lettre au préfet d'Égypte, Ecdikios, pour lui demander de rechercher les livres de Georges et de les lui envoyer à Antioche où ils se trouvent. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que Julien connaissait bien cette bibliothèque dans laquelle il s'était formé lorsque, âgé d'une dizaine d'années et assigné à résidence par Constance II dans la forteresse de Macellum en Cappadoce, il suivait l'enseignement chrétien de Georges. Il est vrai que cette bibliothèque ne peut être érigée en modèle de bibliothèque institutionnelle chrétienne, non seulement du fait de la personnalité très controversée de Georges, que ses adversaires n'hésitaient pas à faire passer pour un inculte, en tout cas pour un païen, mais surtout parce qu'il s'agissait de sa bibliothèque personnelle. Elle n'est donc pas pleinement révélatrice des premières bibliothèques attachées à des institutions chrétiennes, qu'il s'agisse d'écoles chrétiennes ou d'évêchés. Notons cependant que les grands classiques ne devaient pas y être rares, eux qui pouvaient servir à inculquer les bases de la grammaire et de la rhétorique et de la philosophie, en même temps qu'ils étaient évidemment indispensables pour les chrétiens, pour leurs travaux de polémique antipaïenne et d'apologétique. Qu'il s'agisse d'Origène ou de Georges, nous sommes encore là à une époque ancienne du christianisme où le paganisme, se nourrissant de littérature classique, était encore très affirmé, très prégnant, et où la culture pré-chrétienne était encore partagée par tous. Mais qu'en était-il pour des périodes plus tardives, ou à des échelles institutionnelles plus modestes que le didascalé ou l'évêché d'Alexandrie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec les bibliothèques d'églises ou de monastères, les seules bibliothèques non privées liées à des collectivités dont, au-delà des données transmises par les sources littéraires, l'archéologie ait permis la conservation, en tout cas partiellement. Ce sont en fait presque exclusivement des bibliothèques monastiques qui ont été retrouvées à la faveur des fouilles menées sur ces établissements dont la position excentrée, en dehors des villes, a permis d'en dégager les structures plus aisément que les églises qui se trouvaient, elles, dans les centres urbains et donc sur des sites
qui étaient habités de façon continue depuis l'Antiquité. Partons donc à la découverte de ces bibliothèques, ou de leurs restes, en suivant notamment le fil conducteur qui a été le nôtre depuis l'an dernier, celui de la question du sort de la culture classique dans une société où le christianisme devient la norme et la référence de plus en plus exclusive. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter deux bibliothèques, l'une d'un monastère, l'autre probablement d'une église, peut-être épiscopale, connues par leur inventaire. Il s'agit de la bibliothèque du monastère de Saint-Élie-du-Rocher, dont le catalogue nous a été transmis par un ostracone de calcaire conservé aujourd'hui à l'Institut français d'archéologie orientale. Et la bibliothèque, ou l'inventaire de la bibliothèque d'une institution religieuse non nommée qui nous est conservé par un rouleau de la collection de Leyde. Mais si leur catalogue de ces deux institutions chrétiennes ont été conservés, leurs livres, eux, n'ont jamais été découverts, sont maintenant perdus. Nous avons néanmoins un exemple unique d'une bibliothèque qui a été découverte in situ, avec en plus son catalogue, ou plus exactement un de ces catalogues. Il s'agit de la bibliothèque du monastère blanc. Alors je ne m'aventurerai pas à vous présenter de façon systématique cette bibliothèque, car outre que son étude est loin d'être terminée, je vous donne juste quelques références sur la bibliothèque elle-même, elle excède pour une grande part les limites chronologiques de notre enquête. Les livres que nous en avons s'inscrivent pour la plupart entre le IXe et XIIIe siècle. Mais la découverte dont elle a fait l'objet est suffisamment exceptionnelle pour que nous nous y arrêtions un moment. En outre, certains ouvrages méritent que nous les examinions de plus près, car ils apportent quelques lumières sur la question de la survivance de la culture profane en milieu chrétien. Alors, c'est en 1883 que l'égyptologue Gaston Maspero, toujours lui, directeur du service des Antiquités d'Égypte et de l'école française du Caire, qui deviendra plus tard l'Institut français d'archéologie orientale, met au jour un extraordinaire ensemble de manuscrits dans le monastère blanc, Deir el-Abiad, qui se situe sur l'autre rive, face à Panopolis, presque, disons, face à Panopolis. C'est un monastère très célèbre, fondé en 350, devenu, grâce à son supérieur non moins célèbre, Chénouté, qui le dirigea de 385 à 465, vous voyez, une longévité absolument unique, monastère dont l'aspect imposant et fortifié a permis sa conservation et son occupation jusqu'à nos jours. Il était encore habité par une multitude de laïcs, dont les habitations s'empilaient à l'intérieur de ces murs, quand Maspero vint y mener des investigations en 1883. C'est dans une petite pièce, accessible par une porte dérobée, au premier étage de l'extrémité nord-est du sanctuaire, ça doit se trouver à peu près à l'endroit que j'indique ici sur le plan, qu'a été fait donc la découverte de ces manuscrits à la suite d'informations qui aurait été donné à Maspero par un certain Auguste Freinet, un Français habitant près d'Armim. Alors, laissons la parole à Gaston Maspero. Et là, je cite un texte qu'il a publié dans les fragments de la version thébaine de l'Ancien Testament, publié au Caire en 1892. Un hasard heureux a permis à la Bibliothèque nationale d'acquérir environ 4000 feuillets de parchemin contenant des fragments d'ouvrages rédigés en dialecte copte thébain. Ce sont les rebuts de l'ancienne bibliothèque du fameux Der Ambashnouda. Les livres incomplets, les feuillets détachés des Bibles hors d'usage, des évangéliaires ou des recueils d'homélie en usage dans le couvent étaient entassés pêle-mêle sur le sol d'une cellule située derrière le chœur, dans une tour de refuge ne communiquant
avec le corps de l'église que par un passage secret des plus étroits. Ce dépôt exploité au siècle dernier par les moines de la mission d'Achmim, qui en tirèrent la plupart des manuscrits publiés par Mingarelli, Zoëga et Voide, et là Maspero cite trois illustres coptisants de l'époque incunable de la coptologie, l'italien Giovanni Luigi Mingarelli, l'allemand Karl Gottfried Voide et évidemment le danois Georg Zoëga, sur lequel je reviendrai. Donc, je redonne la parole à Maspero. Donc, ce dépôt était oublié depuis une centaine d'années lorsqu'un hasard heureux nous le fit découvrir en 1883. La plupart des feuillets épars et des livres que refermait la cellule sont à la Bibliothèque nationale, donc à Paris. Un petit nombre se sont égarés à Berlin, à Leyde et à Londres, où sont encore entre les mains des marchands d'antiquités. Le fonds est épuisé, mais je suis certain que le couvent renferme d'autres cellules analogues dont on découvrira l'emplacement quand on voudra s'en donner la peine. C'est une affaire de temps, et il rajoute, et d'argent. Maspero, dans un premier temps, essaya de faire acheter tous les manuscrits par la Bibliothèque nationale de France. Mais malheureusement, les négociations secrètes qu'il mena furent ébruitées par l'égyptologue et abbé Émile Amélino lorsque celui-ci entra dans le jeu et chercha à tirer la couverture à lui. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous citer un portrait au vitriol qu'a fait Maspero d'Amélino dans une lettre à sa femme de 1885, au moment justement où Maspero était en train où Amélino était en train de ruiner les négociations qu'il menait pour acheter au monastère l'ensemble du lot. Il dit « Amélino, chez qui le manque de tact est poussé à une perfection qui étonne. Je n'avais jamais vu les effets curieux que le produit de l'éducation de séminaire sur l'âme de paysan développait aussi savamment. » Et il dit dans une autre lettre de l'année suivante, « Amélino est depuis l'an dernier saisi d'une rage d'intrigue qui nous causerait bien des ennuis si je ne voyais pas arriver la fin de son séjour au Caire. Il va partout disant du mal de Grébeau et de moi, à qui veut l'entendre, et en même temps faisant toutes sortes de platitudes auprès de nous pour que nous le protégions. » Donc, les intrigues d'Amélino aboutirent au fait que, eh bien, évidemment, cela attisa l'appétit d'autres collections qui voulurent leur part du gâteau. C'est ainsi que cet ensemble constitué de milliers de folios fut éparpillé, même si la Bibliothèque nationale de France réussit à en acquérir le plus grand nombre, près de 3500. Ce dépeçage des livres du monastère avait commencé bien avant 1883, comme le rappelle Maspero, puisque dès le XVIIIe siècle, à une époque où les collections européennes sont à la recherche de manuscrits coptes, des livres ou des débris de livres de cet ensemble sont vendus et finissent, entre autres, au Vatican, à Oxford ou à Paris. L'état de ces manuscrits, démembrés et réduits à l'état de folios volants, environ 10 000, entassés pêle-mêle sur le sol, couverts, comme le dit Maspero, de taches d'eau, de dépôts de terre, de fientes de pigeons ou même d'ordures humaines, témoignent de leur état d'abandon. Comment aurait-il pu en être autrement, puisque le site du monastère n'était plus en activité en tant que monastère, mais était devenu une sorte de village? En fait, l'étroitesse de la pièce pour une bibliothèque qui aurait dû contenir plus de 1000 livres, ce qui en fait d'ailleurs une des plus grandes bibliothèques, ou la plus grande bibliothèque monastique connue pour l'Égypte, l'étroitesse de cette pièce, où fut faite cette découverte, montre qu'il s'agissait en fait d'un dépôt secondaire. Cette pièce n'en a pas moins servi de bibliothèque ou d'entrepôt de livres à un certain moment, si l'on en croit, les inscriptions qui couvrent ces murs et qui constituent un véritable catalogue en 4D, en 4 dimensions, indiquant la position relative des livres qui devaient être entreposés sur des étagères ou dans des armoires. Alors, ces inscriptions ont été relevées par le chanoine Oldfield à une date indéterminée, mais ça semble être autour de 1900, et elles ont été publiées à partir de ces notes par Crum en 1904, dans un article du Journal of Theological Studies.
elles ont été rééditées bien des années après par Tito Orlandi, en 2002. Tito Orlandi qui leur a redonné leur disposition d'origine, puisque l'édition de Crum rend assez malaisée la localisation, disons, sur les 4 murs de la pièce de ces inscriptions. Alors, je vais vous présenter très rapidement ce qui pourrait donc être un catalogue de cette bibliothèque. Sur le mur nord, eh bien, voilà les inscriptions qui s'y trouvaient. Je vous donne la traduction. Les 4 évangiles au nombre 2, et là on a un chiffre dont la centaine est en lacune. Le petit et grand, les 4 évangiles petits et grands, 50 exemplaires, et sans relure, 10. Alors là, il y a une petite différence entre la façon dont Crum comprend cette ligne par rapport à Tito Orlandi, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ensuite, les épîtres catholiques et les actes, ceux-là sont les actes des apôtres. Donc vous voyez que là, on a une section qui est consacrée au Nouveau Testament. Sur le mur est, les inscriptions parlent de discours des archevêques, et là, on a une séquence qui est assez malaisément lisible ou compréhensible. Ensuite, les livres encore des archevêques, 27 exemplaires. Le livre des sentences, oros en grec, sentence ou ordonnance. Ensuite, les histoires de Cyprien d'Antioche, les épîtres d'Apphanaos. Alors, Phanaos, c'est un peu bizarre, faut-il y reconnaître le nom Épiphanios. Sur le mur ouest, il est question des vies des saints. Donc ensuite, on a une liste, Apabessa, le patriarche sévère, Apapisantios, Jean Colobos, Apapamine, Archélites, le nom est un peu abîmé, Appa Elias, Appa Abraham, et là on a une lacune, ensuite Appa Zénobios, Appa Matthieu, Cyril, encore une lacune, et il est question de notre Père Chénouté, 8 exemplaires, Appa Apollo, les apôtres, Appa Matthieu, le pauvre. Et à droite de cette inscription, mais sans que Crum n'en donne le texte même, n'édite le texte, il donne juste la traduction, il est question d'Appa Paul, Appa Bessa et Appa Chénouté. On continue, là encore, une autre section qui est consacrée à la vie des saints, Appa Pacom, 20 exemplaires, Appa Épima, Appa Marc, Appa Moïse d'Abydos, 2 exemplaires, Appa Simon, peut-être Simon le Cananéen, Appa Cyprien d'Antioche, Appa Samuel, fameux Samuel de Calamoun, Appa Théodore, Appa Herminé, Appa Pacom, avec Orsièse et Théodore. Les 24 vieillards, Appa Bessa sur la résurrection des corps et notre Père Chénouté. Et là, il s'agit évidemment, on reconnaît bien, la vie de Chénouté par Bessa. Et là encore, comme pour la précédente section, on a à gauche une inscription non éditée par Crum qui parle de bateaux, de Raphaël. Alors il s'agit peut-être sur le sanctuaire de Raphaël de Cyril, et puis aussi Zacharie, le prêtre. Et on termine par 3 lignes dont la localisation n'est pas très claire. Peut-être est-ce sur le mur ouest ou peut-être sur le mur sud. Il est question des vies d'Appa Moïse, du roi David, donc évidemment il s'agit des psaumes, en 13 exemplaires, et on a une ligne finale disant « ceux-ci sont des recueils », c'est-à-dire des miscellanés. L'interprétation du mot d'ailleurs fait débat, du mot sourd. La répartition de ces inscriptions sur les murs, qui croisent pour une part les livres découverts dans la même salle, donne à penser que ces ouvrages étaient classés selon leur genre. Ainsi, les livres néo-testamentaires, en très grand nombre d'exemplaires, puisqu'il y en a au moins 159 reliés, sont du côté nord, tandis que les ouvrages d'hagiographie étaient du côté ouest. D'après Crum, le mur est devait contenir des œuvres plutôt homilétiques et historiques, et le mur sud, quoi qu'il omette en fait dans son édition de parler du mur sud, le mur sud aurait contenu des livres vétérotestamentaires. C'est pour ça qu'il est possible que la ligne concernant les psaumes appartienne au mur sud et non au mur ouest. René-Georges Coquin, qui a vu ces inscriptions en 1973, constatant que, et je le cite, la grande majorité avait disparu, le crépi des murs étant tombé,
signale quelques mentions de livres bibliques qui n'ont pas été copiés par le canon Oldfield. Il s'agit peut-être des livres vétérotestamentaires mentionnés par Crum sur le mur sud. Il est possible que ce catalogue épigraphique ait été dressé par un certain Papas Claude, Papas étant un titre, Claude qui a laissé 2 prières inscrites au milieu des titres de livres. On ne sait malheureusement pas quand il était en activité. Les inscriptions ne sont pas datées. Nous n'avons aucune photographie de ces inscriptions qui permettrait une datation paléographique. Et de ce fait, les dates qui ont été proposées oscillent entre le 9e et le 13e siècle. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'un fonds qui témoigne d'une période tardive de cette bibliothèque dont on peut esquisser grossièrement l'histoire en 4 phases. La première phase, la plus ancienne, 4e, 5e, 6e, sont les livres acquis et lus par les premières générations des moines. Une deuxième phase, la fin 4e, qui commence, disons, au 5e jusqu'au 9e siècle, sont les livres principalement sur papyrus produits ou commandités par le monastère, liés notamment à la production littéraire de Chénouté et de son école. Une phase suivante du 9e au 13e, qui sont les livres désormais sur parchemin, le papyrus se faisant, comme vous le savez, de plus en plus rare, et qui correspondent à de nouvelles productions, mais aussi qui résultent de copies sur parchemin exécutées par le monastère, mais aussi ailleurs, notamment à Toutoun jusqu'au Xe siècle, de livres anciens sur papyrus, de façon à les conserver. Et c'est de cette période que date la presque totalité de ce que nous est parvenu du monastère blanc et les livres enregistrés donc, par le catalogue épigraphique. Et puis enfin, une dernière phase très tardive du XIVe au XIXe, qui sont des livres sur papier, de plus en plus évidemment en arabe. Mais si les livres encore existants de cette bibliothèque et de son catalogue épigraphique sont bien postérieurs à l'époque qui nous intéresse ici, on aurait tort de croire qu'ils n'ont rien à voir avec elle. On a vu, je viens de le dire, que certains de ces livres sont des copies d'ouvrages plus anciens. Le fond des 9e, 13e siècles est donc pour une part le reflet de celui des 4e, 9e siècles. Or, on y trouve quelques ouvrages qui tranchent sur le caractère purement religieux de cette bibliothèque, dont témoigne parfaitement le catalogue épigraphique. Et ouvrages qui sont du plus haut intérêt, je crois, pour les rapports qu'ont entretenus culture chrétienne et culture profane. Alors, je commencerai par présenter un ouvrage de médecine qui se trouvait au monastère blanc. Un réceptaire sur codex de parchemin datable du 9e, 11e siècle. En fait, malgré l'opinion communis concernant ce manuscrit, les 6 pages que l'on pense provenir d'un même manuscrit appartiennent non pas à un manuscrit, mais à 2 livres, si l'on en juge par la différence des écritures et des formats. L'un, dont il ne reste plus qu'un folio aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, vous voyez, qui a été publié par Bourrian, et l'autre, vous voyez que ce texte donc, de la Bibliothèque nationale de France est dans une écriture extrêmement peu soignée. Et donc le deuxième est un ouvrage dont il reste 2 folios conservés à Naples, dans une écriture, vous voyez, beaucoup plus soignée. Et c'est un texte, c'est un manuscrit qui a été connu de très longue date, puisqu'il est édité par Zoëga, de façon posthume en 1810, et il a été traduit 2 fois en français au XIXe siècle, dont une fois par Champollion, parce que Champollion s'est intéressé à ce manuscrit. Malheureusement, il est mort avant de pouvoir publier cette traduction, et elle a été publiée de façon posthume par Poitevin. Ces 2 manuscrits, où les recettes sont regroupées en chapitres, selon les diverses classes de maladies, donnent plus de 50 recettes qui concernent particulièrement les maladies de peau et celles de sein. Ce sont des recettes dont on peut constater
la dépendance vis-à-vis de la médecine grecque. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple. Malheureusement, ces textes n'ont pas été vraiment étudiés. On n'a pas fait d'études des sources de ces recettes. Je voudrais juste vous donner un exemple avec la première recette du manuscrit de Naples. Alors, la voici à l'écran. Je vous en donne une traduction. Contre tout type d'enflement ou de tumeur. C'est comme ça qu'il doit falloir traduire le mot chabé. Prend du sel que l'on appelle oluctos, et là, bon, c'est un mot grec mais qui est mal orthographié, il faut lire oructos, c'est du sel gemme. Donc prend du sel, oructos, 10 drachmes, la drachme ici est utilisée comme une mesure de pondérale, de la cire, une demi-once, de la résine, et l'on a le mot grec rétiné dans le texte copte, une demi-once, de la céruse, on a le mot grec psymution, c'est du blanc, de la céruse ou blanc de plomb, une demi-once, de l'huile véritable, et il faut comprendre derrière cette appellation ce que les Grecs appellent l'huile Christos, c'est-à-dire l'huile d'olive, 30 onces et demie, semble-t-il, de la litharge. Le mot grec est utilisé, c'est litharguros, ça désigne donc la litharge ou oxyde de plomb, 2 onces. Et ensuite, après cette liste des ingrédients, on a la préparation. Alors, je vous donne la traduction. Dissous la cire avec de la résine dans l'huile, broie le reste des ingrédients qui sont secs, verse-les dedans. Si tu as du vitriol, là on a un mot grec qui est utilisé qui est kalkantos, qui désigne donc un type de vitriol ou sulfate de cuivre, broie-en un peu dans du vinaigre, mets-le avec le reste, prêt à l'emploi. Le dernier mot qui est utilisé, kro, qui est l'impératif d'un verbe grec, signifie donc utilise, c'est-à-dire, je traduis par prêt à l'emploi. Bon. Alors, je n'ai évidemment pas eu beaucoup de mal à retrouver le modèle grec de cette recette, modèle qu'on subodore évidemment déjà du fait de l'existence de ce verbe final, un kro, qui est typique des recettes grecques, et du fait aussi de l'utilisation de tous ces ingrédients avec leur nom grec. Ce modèle, en fait, est cité avec quelques variantes par Galien dans son De la composition des médicaments selon leur genre, qui est un traité de pharmacopée extrêmement célèbre de Galien, dont j'ai eu l'occasion déjà de vous parler, puisqu'on en a un exemplaire dans la bibliothèque d'Antinopolis. Et c'est donc au livre 6 de ce traité que l'on trouve la recette suivante. Autre en plâtre, à faire contre les affections susmentionnées. J'y reviendrai. De la litharque, 1 livre. Alors là, les quantités, les mesures diffèrent par rapport aux... C'est d'autres types d'unités métrologiques qui sont utilisées. De la litharque, 1 livre. De la céruse, 1 livre. Du salgème, 1 livre. De l'ocre de Sinope, on ne l'avait pas, 1 demi-livre. De la cire, 4 onces. Du galbanum, là aussi on ne l'avait pas dans la recette copte, 2 onces. De la résine de térébenthine, 2 onces. De la vieille huile, ou de l'huile ancienne, 3 onces. Du vinaigre pour dissoudre la terre de Sinope, prépare dûment. Donc vous voyez, on retrouve exactement les mêmes ingrédients, à l'exception du galbanum et de la terre de Sinope dont on peut comprendre qu'elle ait été supprimée dans cette recette, étant donné la provenance lointaine de cet ingrédient. Et par ailleurs, je signale que Zosime, dans un de ses traités alchimiques, semble donner l'impression que la terre de Sinope pouvait alterner avec le vitriote, c'est-à-dire le sulfate de fer, que l'on a justement dans la recette copte, le kalkantos. Donc il est possible que dans la recette grecque, l'ocre de Sinope ou la terre de Sinope ait remplacé le vitriol. Il se trouve que la recette transmise par Galien, et ça j'en ai pas parlé encore, soigne justement les enflements et les tumeurs, notamment des seins. C'est-à-dire que les affections soignées par cette recette transmise par Galien sont exactement les mêmes que celles de la recette copte. Alors le reste des recettes de ces 2 manuscrits mériterait d'être pareillement confronté à la pharmacopée grecque et sans nul doute livrerait
des résultats tout à fait similaires. La présence de ces livres de médecine dans une bibliothèque monastique comme celle du monastère blanc nous rappelle que dans le catalogue de la bibliothèque de Saint-Élie du Rocher, que nous avions étudié l'an dernier, eh bien, le seul livre non chrétien était justement un livre de médecine. Exception, évidemment, qui se justifie par son caractère utilitaire, qui transcende les clivages culturels ou religieux. Si ces réceptaires relèvent en effet des sciences profanes, les deux réceptaires trouvés au monastère blanc, on notera néanmoins que l'élément religieux n'en est pas moins absent, puisque le chapitre 135 du manuscrit de Naples se termine sur une recette, je dis bien une recette et pas une prière, contrairement à ce qu'on a pu dire, employant une incantation invoquant les archanges. Alors voilà le texte, contre les... Alors le mot copte n'est pas toujours facile, c'est assez difficile de rendre par un mot technique français ce qu'il y a dans le copte, mais là j'emprunte la traduction à Thiel, qui pense qu'il s'agit ici de vésicules cutanées. Donc contre les vésicules cutanées, je te conjure, ange, qui intercède contre toutes les maladies qui affectent l'homme, et particulièrement contre celles qui l'affectent dans son temps. Alors on a une expression un peu curieuse qui est rem, pef, gyros, le gyros avait été interprété comme une déformation de gyras, l'âge, donc maladie qui affecte l'homme dans sa vieillesse, mais il est plus probable que gyros ici soit une forme de kairos, l'âge, le temps ou l'âge, mais l'expression n'est pas si facile que ça à comprendre. Est-ce que ça signifie à n'importe quel âge ou selon son âge? Bon, bref. Donc, puissent ces vésicules quitter un tel, le mot grec qui est utilisé ici est abrégé sous la forme d'un delta, deina, Uriel, Gabriel, Raphaël et Michael, que l'on invoque pour toute maladie, puisse un tel, toujours deina, guérir. Et ensuite, on a l'expression « agite-le dans du vin ». Alors, j'avoue que j'ai du mal avec le dernier terme qui est utilisé et qui n'a pas été compris de la même façon, par exemple, par Chassina ou par Thiel, qui comprennent « asperge le patient avec du vin ». Thiel comprend à peu près la même chose, mais le verbe « nochep » ne signifie pas normalement asperger, mais plutôt souffler ou agiter, à moins qu'ici on ait une forme corrompue de nujek, qui lui signifie bien asperger. En tout cas, il est possible que le suffixe pronominal, le F, ne désigne pas le patient lui-même, mais aussi le morceau de papyrus où cette prière est écrite, sous la forme d'une amulette. C'est aussi une possibilité à prendre en compte. Cette recette montre une influence de la médecine non rationnelle sur ce réceptaire auquel elle appartient, phénomène que nous avons déjà rencontré avec les papyrus Antinopolis. Elle témoigne aussi d'une forme de magie christianisée que l'on retrouvera dans d'autres monastères. Et là, on en a un bel exemple avec l'utilisation de Deina, qui est typique des textes magiques, des papyrus magiques. Quoique leur contenu n'est pas d'enjeu religieux, ces ouvrages de médecine hérités de la tradition grecque n'en ont pas moins subi une discrète christianisation. Est-ce une façon de les rendre plus acceptables? Je pense plutôt que la nature de ces recueils, qui en fait des textes se prêtant à toutes sortes de manipulations, de modifications, d'ajouts au gré des besoins, explique qu'ils aient évolué selon les milieux dans lesquels ils étaient recopiés et aient ainsi absorbé maints éléments exogènes à leur esprit d'origine, mais en phase, disons, avec le moment de leur copie. Alors, beaucoup plus intéressant pour notre propos est un autre codex du monastère blanc, un codex composite qui porte le numéro 6378 dans
la base des Coptic Literary Manuscripts. C'est un codex de bonne qualité, datable des 10e, 11e siècles, qui devait contenir dans les 300 pages, divisé en 2 tomes, dont une partie seulement ont été identifiées, se trouvent dispersées entre au moins 6 collections. La British Library, Leyde, la Bibliothèque nationale de France, Vienne, le musée copte du Caire et l'Institut français d'archéologie orientale. Et je vous montre 2 folios qui se trouvent dans cette institution. Ce manuscrit est un recueil de textes disparates où, au milieu de Basile de Césarée, de Sévère d'Antioche, d'Orsièse, etc., Constantin de Siout, d'Athanase et d'autres auteurs, se remarquent des textes qui tranchent a priori très fortement sur ceux qui l'entourent. Alors, je vous fais une présentation extrêmement rapide de ce manuscrit, disons, à partir où les différents folios ont été classés en fonction de la pagination qui reste encore, qui est encore lisible. Donc vous voyez qu'on commence avec un feuillet, ce qui nous est parvenu, disons, le début de ce codex commence avec les pages 15-16, qui sont probablement une homélie non identifiée. Ensuite, on passe, avec des feuillets qui sont à Londres, à des fables toujours non identifiées, dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Après, on saute aux pages 49-50, où l'on a un texte d'Archélaos de Néapolis sur Isaïe. Puis, quelques pages après, à nouveau, probablement, mais ce n'est pas sûr, des fables. Et ensuite, eh bien, nous avons une série de feuillets qui se trouvent à Vienne, qui présentent des apophthegmes de philosophes. Puis, peu après, aux pages 97, 98 et suivantes, on a la vie de Parthénopée, suivie de l'histoire de la femme du général et de ses 3 fils. Puis, à partir des pages 115-116, Basile de Césarée, une lettre à Eleusinos, qui est une lettre perdue en grec, suivie d'autres dits de Basile. Puis, dans les pages 130, 131, 132 en l'occurrence, Sévère d'Antioche, une homélie non identifiée, qui se poursuit sur plusieurs feuillets, et puis d'autres homélies non identifiées qui suivent. Ensuite, une prière, encore un texte non identifié, et ensuite une série de feuillets qui se trouvent dans différentes collections, à Vienne notamment et à Londres, qui sont des catéchèses d'Orsièse. Donc on a toute une série comme ça de textes d'Orsièse, et ensuite on revient aux pages 245-246 sur des textes non identifiés. Puis ensuite on a une série de feuillets non paginés où l'on arrive à identifier de courts extraits de Constantin de Siout, d'Athanase, de Démétrios d'Antioche et d'autres auteurs. On a aussi des extraits non identifiés d'un dialogue et d'un dit de Sophos, de sage. Puis ensuite, on a des prophéties de Carour. Une autre prière est suivie par un extrait de Rufus de Chotep. Et ensuite, à la Bibliothèque nationale de France, et ainsi qu'à Leiden, toute une série de feuillets non identifiés, non classés, du fait même de l'absence de pagination. On voyait qu'il y a dans ce codex quelque chose qui frappe, c'est notamment entre la page 61 et 65 une série de textes qui sont des apophthegmes de philosophes. On en a aussi un petit peu ailleurs disséminés dans ce manuscrit, mais ces apophthegmes se situent surtout dans cette partie du codex. Et je voudrais attirer votre attention donc sur cette section de ce manuscrit qui est intitulée Ren Sungramma ente Ren Philosophos, œuvre de philosophes, mot à mot. Ce sont en fait des séries de sentences, de cris, pour utiliser ce terme qui vient du grec kreia, qui est une espèce de maxime, enfin de paroles prononcées par un sage et qui
qui présentent une certaine utilité, un kreia en grec, donc des apophthegmes édifiants, ou de paraboles aussi, attribuées non à des pères de l'Église ou à des figures illustres du christianisme égyptien. On en a aussi dans ce manuscrit avec Basile et autres, mais là, en l'occurrence, il s'agit de sages ou de philosophes de l'Antiquité païenne. Ils se trouvent donc sur 3 feuillets consécutifs conservés à Vienne et ont été édités en 1937 par Walter Thiel. La plupart de ces textes n'ont pas été formellement identifiés par Thiel. Le travail qui a été réalisé par Maria Serena Funghi sur la gnomologie et la parution en 2015 du corpus ou de la partie du corpus dei papiri filosofici greci e latini consacrés aux sentences et aux cris ont permis d'aller plus loin, mais il reste encore bien des incertitudes qui justifient que l'on s'intéresse de nouveau à cette partie du manuscrit en attendant que les coptisans proposent enfin une édition, une analyse globale de ce manuscrit qui est probablement un des plus intéressants trouvés au monastère blanc. Alors j'aimerais surtout ici attirer l'attention des hellénistes qui ne le connaissent pas assez, alors que ce texte apporte une intéressante contribution à la connaissance de l'hellénisme tardif en même temps que sur les rapports entre culture profane et culture monastique. Les 3 feuillets viennois sont constitués en fait de 16 unités textuelles mises en valeur par la mise en page. On a des différents signes ou décorations qui séparent ces unités textuelles, dont 13 sont placées dans la bouche de philosophes ou de sages, notamment du philosophe cynique Diogène, dont les réparties, vous le savez, faisaient depuis longtemps l'objet de recueils qui ont été mis à profit dans les écoles, comme en témoigne notamment un papyrus dont j'ai souvent eu l'occasion de vous parler ici même et dont j'aurai l'occasion à nouveau la semaine prochaine de vous reparler. Il s'agit du papyrus Bourrian I, qui est un livre d'écolier datable du VIe siècle, qui contient, entre autres exercices scolaires, justement des sentences de Diogène. Et ces sentences de Diogène ont été diffusées bien au-delà du monde hellénophone, puisqu'elles connurent une tradition dans de multiples langues, comme l'arabe. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et la semaine prochaine, donc, nous essaierons de voir ces sentences et essayer d'identifier les sentences qui se trouvent dans ce manuscrit avec celles connues notamment essentiellement par la tradition grecque. Je vous remercie.